Ma sœur a laissé son enfant détruire mon ordinateur portable et m'a trouvé ridicule quand je lui ai demandé de payer. Elle a eu une crise des nerfs à son propre mariage quand je lui ai resservi ses propres absurdités. Ma sœur Diane était le genre de personne qui pensait qu'avoir des enfants signifiait que le monde entier lui devait un traitement de faveur. Elle emmenait sa fille Lily dans des restaurants pour adultes et la laissait hurler. Elle se pointait avec 3 heures de retard à tout parce que, tu ne comprends pas à quel point c'est difficile avec un enfant. Elle laissait Lily attraper des choses dans les magasins et les casser, puis jouer la surprise quand les employés lui demandaient de payer. C'est juste un bébé, disait-elle à propos de sa fille de 4 ans, qui pouvait réciter toute la bande originale de La Reine des Neiges. J'ai vécu avec eux pendant 6 mois après l'inondation de mon appartement. Grosse erreur. Diane me traitait comme une nounou gratuite et un distributeur de billets personnels, mais j'avais besoin d'un endroit où loger pendant que j'économisais. Et j'aimais ma nièce malgré l'éducation de sa mère. Je gardais mes affaires sous clé dans ma chambre, surtout mon ordinateur portable. C'était un ordinateur portable de gaming, fait sur mesure, qui m'avait coûté 4 000 $. Je l'utilisais pour mon entreprise de montage vidéo en freelance. C'était littéralement comme ça que je gagnais ma vie. Diane le savait. Elle m'avait demandé de le lui prêter plusieurs fois pour ses présentations de vente pyramidale. J'avais toujours dit non. Un dimanche, j'étais dans la cuisine en train de me faire un café. Diane était sur le canapé, scrollant sur son téléphone pendant que Lily jouait avec des blocs. J'ai entendu ma porte s'ouvrir. Bizarre. Je la fermais toujours à clé. Diane avait dû prendre le double de la clé dans le tiroir. Lily est sortie en tenant mon ordinateur portable. Il était ouvert, allumé. Elle tenait une brique de jus dans son autre main, la paille déjà percée et qui goûtait. Lily, pose ça, ai-je dit en m'avançant vers elle. Diane n'a pas levé les yeux de son téléphone. Elle va bien. Elle veut juste regarder des dessins animés. Lily s'est assise par terre avec mon ordinateur portable, a commencé à appuyer sur les touches au hasard. La brique de jus a basculé. Du liquide violet s'est déversé directement sur le clavier. L'écran a clignoté et s'est éteint. L'odeur d'électronique grillée a rempli la pièce. Je suis resté là, à regarder 4 000 $ et ma source de revenus se faire détruire. Diane a enfin levé les yeux. Oups. Les enfants, hein? C'est pour ça que je n'achète plus de belles choses. On apprend. Elle a carrément ri. Je lui ai demandé de payer. Elle a dit que j'étais ridicule, que les accidents arrivent, que je n'aurais pas dû le laisser là où Lily pouvait l'atteindre, dans ma chambre fermée à clé qu'elle a dû ouvrir avec une clé qu'elle a dû chercher. J'ai déménagé cette semaine-là, j'ai logé chez un ami, j'ai perdu 3 clients parce que je ne pouvais pas livrer les projets à temps. Diane n'a jamais offert un centime. Mais voilà le truc avec Diane. Elle se mariait dans 4 mois. Deuxième mariage, grosse production. Elle le planifiait depuis 1 an. La robe seule coûtait 8 000 $. Elle n'arrêtait pas d'en parler. Une marque de créateur, des retouches sur mesure, expédiées d'Italie. Elle la gardait chez notre mère parce qu'elle ne faisait pas confiance à l'humidité de son appartement. Maman voyageait constamment pour le travail, donc la maison était généralement vide. Je savais où était le double de la clé. Mon ami Case avait un fils de 3 ans, Max. Un gamin adorable, mais destructeur. Case plaisantait en disant que Max pouvait trouver de la boue dans une pièce stérile. J'ai proposé de garder Max un samedi. J'ai dit à Case que je l'emmenais au parc. Au lieu de ça, nous sommes allés chez maman. La robe était dans le placard de la chambre d'amis, conservée dans une housse spéciale. Je l'ai dézippée, l'ai posée soigneusement sur le lit. Une chose magnifique, tout en dentelle et en perles. J'avais apporté du matériel, du lait au chocolat, du jus de raisin, des sachets de ketchup de McDonald's, de la peinture au doigt que j'avais acheté le matin même. Max, ai-je dit, tu veux faire de l'art? Pendant 40 minutes, Max s'est éclaté comme jamais. Il a peint des empreintes de mains violettes sur le corsage. Le lait au chocolat a créé des motifs abstraits sur la traîne. Le ketchup a fait des dessins fascinants sur le voile. Il a même trouvé un marqueur dans sa poche et a ajouté quelques touches personnelles. Quand nous avons eu fini, j'ai remis la robe exactement comme je l'avais trouvée. J'ai nettoyé toute autre trace de notre passage. J'ai emmené Max au parc pour de vrai, puis je l'ai rendu à Case, épuisé et heureux. 2 semaines avant le mariage, Diane est allée essayer la robe pour son dernier essayage.
J'étais opportunément chez maman quand elle est arrivée, pour l'aider à réparer la porte du garage. Le cri qui a retenti de l'étage était incroyable. Elle est descendue en tenant la robe détruite, en sanglotant. Comment est-ce arrivé? Maman était déconcertée. La maison avait été fermée à clé. Aucun signe d'effraction. La robe avait été zippée dans sa housse de protection. Ça doit être les mythes, ai-je suggéré. Ou les souris. Elles peuvent s'introduire partout. Diane a hurlé que les mythes n'utilisent pas de peinture au doigt. J'ai haussé les épaules. Peut-être que des enfants du quartier sont entrés par effraction. Tu sais comment sont les enfants. Ils se fourrent partout. Elle m'a regardé à ce moment-là, m'a vraiment regardé. Elle savait, mais que pouvait-elle prouver? Rien. Elle a dû acheter une robe de remplacement de dernière minute dans un grand magasin. Elle était bien, mais ce n'était pas la robe de ses rêves. Pendant la réception, je me suis assuré de complimenter sa nouvelle robe. Elle est jolie, ai-je dit. Simple, mais jolie. C'est pour ça que je n'investis plus dans des choses chères. On apprend. Diane a attrapé le micro pendant les discours et a commencé à hurler que j'étais une psychopathe qui avait détruit sa robe. Tout le monde la regardait avec horreur. J'ai serré le volant plus fort que nécessaire, les jointures blanches sur le cuir noir. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler. L'autoroute s'étendait devant moi, les lampadaires défilant en traînées jaunes, et je n'arrivais pas à chasser le visage de Diane de ma tête. Ce moment où elle a attrapé le micro, la façon dont sa voix s'est brisée quand elle a hurlé, psychopathe, tout le monde qui la fixait. Le témoin de Francisco a dû l'éloigner physiquement de la cabine du DJ pendant qu'elle continuait de me pointer du doigt, en criant toujours. Je pensais que je me sentirais satisfait, vengé. Au lieu de ça, cette étrange vibration a rempli ma poitrine comme si j'avais bu trop de café le ventre vide. Mon téléphone était posé dans le porte-gobelet, l'écran sombre. Je pourrais appeler quelqu'un. Kay s'en rirait probablement, mais ma main est restée sur le volant et le téléphone est resté silencieux. J'ai déverrouillé la porte de mon appartement 20 minutes plus tard et je suis allé directement chercher la bouteille de whisky. J'ai versé 3 doigts dans un verre sans mesurer. J'ai pris une longue gorgée, puis une autre. Je me suis assis sur mon canapé dans le noir, rejouant toute la scène. Le visage de Diane quand elle m'a vu à la réception. Comment j'avais souri et complimenté sa robe simple de grand magasin. La façon dont j'avais dit, c'est pour ça que je n'investis plus dans des choses chères. On apprend. En utilisant ses propres mots contre elle, elle avait su tout de suite. Je l'ai vu dans ses yeux. Mais elle avait tenu le coup pendant le dîner, pendant les premières danses, pendant le discours de sa belle-mère. Puis quelque chose a craqué pendant la partie micro ouvert. Elle avait arraché le micro à un cousin qui racontait une histoire ennuyeuse et s'était mise à hurler à propos de la trahison, de sa robe détruite, de moi, la psychopathe qui s'introduisait dans les maisons. Lucille, la mère de Francisco, avait l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol. Francisco lui-même était devenu pâle, essayant de calmer Diane pendant qu'elle le repoussait. Le témoin l'a finalement fait sortir. Je suis parti 10 minutes plus tard, m'éclipsant pendant que tout le monde chuchotait et regardait son téléphone. Mon téléphone s'est allumé sur la table basse, puis encore et encore. Texte après texte, l'écran brillant de notifications. Je l'ai pris. 17 messages. Je les ai fait défiler. Ma cousine Ashley voulait savoir ce qui venait de se passer, bordel. Tante Barbara a dit que je devrais avoir honte de moi, de ruiner le jour spécial de Diane. Tante Linda m'a demandé si j'allais bien. 3 cousins à qui je parlais à peine avaient envoyé des variations de « OMG, c'était quoi ça ?» Puis j'ai vu le message de l'oncle Jerry. Putain, c'était intense. J'ai failli rire. Failli. Au lieu de ça, j'ai complètement éteint le téléphone et l'ai jeté sur le coussin du canapé, je suis allé dans ma chambre, je me suis allongé tout habillé sur les couvertures, fixant le plafond. Le lampadaire extérieur projetait des ombres à travers mes stores, créant des motifs qui changeaient quand les voitures passaient. J'aurais dû me sentir bien. Diane avait eu ce qu'elle méritait. Elle a détruit mon ordinateur portable de 4000 $, Harry a refusé de payer. Maintenant, son mariage de rêve était ruiné. Un juste retour des choses, sauf que ma poitrine était toujours oppressée. Mes mains tremblaient encore un peu. Je suis resté éveillé toute la nuit à regarder ces ombres bouger. Le matin est arrivé, que je le veuille ou non. Une lumière grise filtrait à travers les stores.
Je me suis traîné hors du lit, chaque muscle raide de ne pas avoir bougé de la nuit. Mon téléphone était toujours éteint. Je l'ai laissé comme ça. J'ai fait du café dans ma petite cuisine, la machine gargouillant et sifflant. Pendant qu'il infusait, j'ai remarqué le voyant de la messagerie vocale de mon téléphone fixe qui clignotait. Personne n'appelait mon fixe, sauf les télévendeurs et ma mère. J'ai appuyé sur lecture. La voix de maman est sortie du haut-parleur, tendue et contrôlée. Ce ton spécial qu'elle utilisait quand elle était furieuse mais essayait de ne pas crier. Elle avait besoin que je l'appelle immédiatement. Nous devions parler de ce qui s'était passé au mariage. S'il te plaît, appelle dès que tu auras ce message. Je l'ai effacé, j'ai versé mon café, ajouté de la crème et du sucre, et je me suis dit que j'étais justifié. C'est Diane qui a commencé. Elle est entrée par effraction dans ma chambre fermée à clé. A laissé Lily détruire ma source de revenus. S'est moquée de moi. N'a jamais offert un centime. Elle l'avait bien cherché. Le café avait quand même un goût amer. 3 jours ont passé. J'ai travaillé sur les quelques projets qu'il me restait, respectant à peine les délais. J'ai évité mon téléphone, que j'avais rallumé mais gardé en silencieux. J'ai ignoré la conversation de groupe familial qui avait apparemment explosé, à en juger par le nombre de notifications. Mardi après-midi, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement. J'ai regardé par le Judas. Maman. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais elle a frappé à nouveau. J'ai ouvert la porte. Elle est passée devant moi sans attendre d'invitation, s'est assise sur mon canapé et m'a regardé. Juste regardé. Pas de cri, pas d'accusation. C'était en quelque sorte pire. Elle m'a demandé sans détour si j'avais détruit la robe de mariée de Diane. Sa voix était calme. Factuelle. Je me suis assis sur la chaise en face d'elle. Je lui ai dit que Diane avait d'abord détruit mon ordinateur portable de 4000 $. Maman a fermé les yeux, a pressé ses doigts contre ses tempes comme si elle sentait une migraine arriver. Elle a ouvert les yeux après un long moment, a dit que toute la famille ne parlait que de ça. Chaque parent avait une opinion. Le mariage de Diane commençait très mal parce que la famille de Francisco pensait que nous étions tous fous. Sa mère, Lucille, avait appelé maman 2 fois pour lui demander dans quel genre de famille elle avait laissé son fils se marier. Francisco était embarrassé, blessé, confus de voir sa réception de mariage se transformer en un épisode de Jerry Springer. Maman voulait savoir exactement ce qui s'était passé avec la robe, comment je l'avais fait, quand je l'avais fait, pourquoi je l'avais fait. Je lui ai donné la version éditée. J'ai complètement omis Case. Omis Max. J'ai juste dit que j'avais accès à sa maison. Que je savais où était la robe. Que j'avais vu une opportunité et que je l'avais saisie. Maman a demandé comment j'étais entré. Je lui ai rappelé le double de la clé sous le nain de jardin. Celui dont elle nous avait parlé, à Diane et à moi, il y a des années pour les urgences. Elle s'est frotté le visage avec ses 2 mains. Je suis allé vérifier mes emails professionnels plus tard dans la soirée, une chose que j'avais remise à plus tard. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai vu un email de Raymond Terrell dans ma boîte de réception. Mon estomac s'est noué avant même que je clique dessus. Raymond était l'un de mes meilleurs clients. Du travail régulier, bien payé, 1200 $ par mois pour les vidéos promotionnelles de son entreprise. J'ai ouvert l'email, l'ai lu 2 fois. Il annulait notre contrat avec effet immédiat. Il avait entendu parler de l'incident par des connaissances communes. Il ne se sentait pas à l'aise de travailler avec quelqu'un qui se livre à ce genre de comportement. Il devait maintenir la réputation de son entreprise. Il me souhaitait bonne chance. C'était tout. 1200 $ par mois envolés. Juste comme ça, parce que le bruit avait couru sur le mariage, sur moi, sur ce que j'avais fait. J'ai fermé l'ordinateur portable, je suis resté assis dans le noir, j'ai fait le calcul dans ma tête, 3 clients perdus quand mon ordinateur portable a été détruit. Maintenant, Raymond. C'était la moitié de mon revenu mensuel qui partait en fumée. Une semaine s'est écoulée péniblement. Je sursautais chaque fois que j'entendais des pas dans le couloir devant mon appartement. Je vérifiais ma boîte aux lettres de manière obsessionnelle. Jeudi après-midi, il y avait une lettre recommandée. J'ai dû signer pour la recevoir. Le facteur m'a regardé signer, me l'a remise. Je suis remonté lentement, l'ai ouverte dans mon appartement. Papier à en tête d'un cabinet d'avocats, un avocat représentant Diane Randolph.
Mes mains se sont remises à trembler en lisant. Ce n'était pas une poursuite judiciaire. Pas encore. Juste une lettre disant que Diane avait des preuves que j'avais commis une effraction et une destruction de biens. Elle envisageait une action en justice. L'avocat voulait discuter des options de résolution avant de poursuivre. Il y avait un numéro de téléphone, une adresse e-mail, une date limite pour répondre. 2 semaines. Mon estomac avait l'impression d'avoir avalé de la glace. Elle n'allait pas laisser tomber. Bien sûr que non. J'avais ruiné son mariage, détruit une robe à $8000. Elle savait que c'était moi. Et apparemment, elle avait des preuves. J'ai passé 2 heures devant mon ordinateur ce soir-là à chercher des avocats de la défense pénale, leurs tarifs, combien pourrait coûter la défense pour une accusation d'effraction, combien pourrait coûter la destruction de biens. Chaque site web sur lequel je cliquais aggravait mon anxiété. Les bons avocats coûtaient cher. Vraiment cher. De l'argent que je n'avais pas. La destruction de l'ordinateur portable m'avait coûté 3 clients, des milliers de dollars de revenus perdus. Maintenant, Raymond était parti aussi. Je couvrais à peine mon loyer. J'ai ouvert un document vierge et j'ai essayé de rédiger une réponse à l'avocat de Diane. J'ai écrit 5 versions différentes. Chacune semblait soit trop défensive, soit trop agressive, soit trop faible. Je les ai toutes supprimées. Tout ce que j'écrirais pourrait être utilisé contre moi. Tout ce que j'admettrais pourrait empirer les choses. J'ai fermé l'ordinateur portable, je suis allé me coucher, je n'ai pas dormi. Mon téléphone a vibré. Vendredi matin, un SMS de Case. On va prendre un café? J'ai fixé le message pendant 1 minute entière. Case, mon ami, qui n'avait aucune idée de ce que j'avais fait, de la façon dont j'avais utilisé son fils. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui n'était pas de ma famille, quelqu'un qui ne savait rien du désastre du mariage ou des menaces légales ou de quoi que ce soit. J'ai répondu par SMS, oui. Nous nous sommes retrouvés à notre café habituel 1 heure plus tard. Case était déjà là, souriant, faisant des blagues sur la nouvelle coupe de cheveux du barista. Normal. Tout semblait normal. Nous avons commandé, nous nous sommes assis. Il m'a demandé des nouvelles du travail. J'ai donné des réponses vagues. Il a parlé de Max, de son nouveau travail, d'un film qu'il avait regardé. Il m'a fait rire plusieurs fois malgré tout. La lettre de menace légale était pliée dans ma poche. Je n'arrêtais pas de la toucher à travers mon jean. J'ai failli lui dire. Les mots étaient là. Case, je dois te dire quelque chose à propos du jour où j'ai gardé Max, mais je ne pouvais pas. Chaque fois que j'ouvrais la bouche pour le dire, je me dégonflais. Nous avons fini notre café, nous nous sommes serrés dans les bras pour nous dire au revoir. Je suis rentré seul à mon appartement, la lettre toujours dans ma poche, le secret toujours enfermé dans ma poitrine. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans mon lit à regarder le plafond, incapable de dormir. Mon cerveau n'arrêtait pas de rejouer ce que j'avais fait, encore et encore. Je me suis introduit par effraction chez maman. J'ai utilisé un enfant de 3 ans pour détruire une robe à $8000. Quand je le formulais comme ça dans ma tête, sans penser à l'ordinateur portable ou au rire de Diane ou à quoi que ce soit d'autre, ça sonnait complètement fou, comme quelque chose que ferait une personne ayant besoin d'une aide sérieuse. Je me suis dit que c'était elle qui avait commencé. Elle est entrée par effraction dans ma chambre fermée à clé. Elle a laissé Lily détruire mes revenus. Elle en a ri. Elle ne s'est jamais excusée. Elle n'a jamais proposé de payer. Mais la pensée revenait en boucle quand même. J'ai utilisé le fils de Case. Max avait 3 ans. Il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Je lui ai donné du matériel d'art et lui ai dit de s'amuser. Et il l'a fait, parce que c'est ce que font les enfants de 3 ans. Ils font confiance aux adultes. Ils pensent que les grandes personnes font toujours les bons choix. Je me suis retourné et j'ai frappé mon oreiller, en essayant de me mettre à l'aise. Le mariage avait eu lieu hier. Le visage de Diane quand elle a attrapé ce micro. L'horreur sur les visages de tout le monde. Francisco essayant de la calmer. Sa mère qui avait l'air de vouloir disparaître. J'aurais dû me sentir bien, satisfait, comme si justice avait été faite. Au lieu de ça, je ressentais cette étrange sensation de vide dans ma poitrine qui ne voulait pas partir. Le sommeil n'est venu que vers 4 heures du matin. 2 semaines se sont écoulées péniblement. J'ai gardé la tête basse, travaillé sur les projets qu'il me restait,
et essayer de ne pas penser au mariage ou à la robe ou à tout ça. Mais l'anxiété était comme une pierre dans mon estomac. Chaque fois que mon téléphone sonnait, je sursautais. Chaque fois que je vérifiais mes emails, mes mains tremblaient un peu. Finalement, j'ai décidé que je devais parler à quelqu'un qui s'y connaissait vraiment en affaires juridiques. Un ami avait mentionné une avocate une fois, Marie Lewis. J'ai trouvé son numéro et je l'ai fixé pendant 20 minutes avant de trouver le courage d'appeler. La réceptionniste m'a passé la communication et Marie a répondu d'une voix calme et professionnelle. J'ai tout expliqué, l'ordinateur portable, la robe, le mariage, tout. Elle n'a pas interrompu une seule fois, elle a juste écouté. Quand je suis arrivé à la partie où j'ai utilisé le fils de Case, il y a eu une longue pause au téléphone, comme si elle était en train de digérer ce que je venais de dire. Puis elle m'a posé plusieurs questions sur les preuves et les témoins. Est-ce que quelqu'un m'avait vu à la maison? Avais-je laissé quelque chose derrière moi? Case savait-il où j'avais vraiment emmené Max ce jour-là? Avais-je dit à quelqu'un ce que j'avais fait? J'ai répondu aussi honnêtement que possible, mon estomac se serrant à chaque question. La voix de Marie est restée calme et professionnelle pendant qu'elle m'expliquait les choses. Elle a dit que Diane aurait du mal à prouver que je l'avais fait sans témoin ou preuve matérielle. Personne ne m'avait vu là-bas. J'avais tout nettoyé. Case pensait que j'avais emmené Max au parc, mais ensuite elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Le fait que j'ai impliqué un mineur rendait les choses bien pires si jamais ça se savait. Je me suis senti mal pendant qu'elle parlait. Elle a expliqué que l'effraction était grave. Oui, la destruction de biens était grave. Mais utiliser l'enfant de quelqu'un d'autre comme complice involontaire dans une destruction de biens pouvait soulever des questions de mise en danger d'enfant, des questions sur mon jugement, des questions sur le fait que j'ai mis Max en danger. Je n'avais pensé à rien de tout ça. J'avais été tellement concentré sur le fait de me venger de Diane que je n'avais pas réfléchi à ce qui pourrait arriver si les gens l'apprenaient. Marie a continué de parler, exposant toutes les façons dont cela pourrait mal tourner, et je suis resté assis là, ayant l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. J'ai réalisé que je n'avais pas du tout réfléchi à tout ça. Même pas de loin. J'ai demandé à Marie ce que Diane pouvait raisonnablement faire légalement, en essayant de garder ma voix stable. Marie a dit probablement rien sans preuve. Des preuves vidéo aideraient si elle en avait, mais d'après ce que j'ai décrit, il n'y en avait pas. Mais ensuite est venu l'avertissement. Si jamais Case découvrait ce que j'avais fait et décidait de le signaler, je serais dans de sérieux ennuis. Ou si j'admettais quoi que ce soit par écrit, email, SMS, publication sur les réseaux sociaux, tout ce qui pourrait être utilisé comme preuve. Elle m'a dit de garder le silence et de ne discuter de cela avec personne. La consultation a duré 45 minutes. À la fin, Marie a dit que ses honoraires étaient de $300. J'ai accepté et j'ai raccroché, puis je suis resté assis là à regarder mon compte en banque. $300 que je n'avais pas vraiment en ce moment. La destruction de l'ordinateur portable m'avait déjà coûté 3 clients, des milliers de dollars de revenus perdus. Maintenant, Raymond était parti aussi. Je couvrais à peine mon loyer, mais j'ai quand même payé la facture parce que j'avais besoin de savoir où j'en étais légalement. Et j'étais sur une glace mince qui pouvait se briser à tout moment si la mauvaise personne découvrait la vérité. Maman a appelé 3 jours plus tard. J'ai vu son nom sur mon téléphone et j'ai failli ne pas répondre, mais je savais qu'elle continuerait d'appeler. J'ai décroché. Elle n'a pas perdu de temps en bavardage. Diane voulait les $8000 pour la robe. Si je payais, Diane abandonnerait la menace légale. J'ai littéralement éclaté de rire à ça. Le son est sorti dur et amer. J'ai demandé à maman pourquoi je paierais $8000 à Diane alors qu'elle ne m'avait jamais payé $4000 pour mon ordinateur portable. Maman a soupiré. Ce long soupir fatigué qu'elle faisait quand elle était déçue de nous deux. Elle a dit que j'étais tout aussi têtue et mesquine que ma sœur. Ça m'a mis en colère. Je n'étais pas têtue. Je refusais de récompenser Diane pour avoir détruit ma propriété et ensuite exiger que je paie pour la sienne. Ce n'était pas du tout la même chose. J'ai raconté à maman toute l'histoire à nouveau, même si elle l'avait déjà entendue. Diane est entrée par effraction dans ma chambre fermée à clé. Elle a dû chercher une clé. Elle a laissé Lily détruire ma source de revenus, mon entreprise. La chose que j'utilisais pour payer le loyer et acheter de la nourriture, et elle ne s'est même jamais excusée. Elle en a ri, m'a dit que je ne devrais pas avoir de belles choses. Maman est restée silencieuse une seconde, puis elle a dit que ce que j'avais fait était différent.
J'avais délibérément planifié et exécuté une vengeance en utilisant un enfant. Ce n'était pas la même chose qu'une négligence parentale. Ce n'était pas un accident ou un moment de mauvais jugement. J'avais passé des semaines à le planifier. J'avais acheté du matériel. J'avais menti à Case. J'avais utilisé son fils. La conversation a tourné en rond pendant 20 minutes. Aucune de nous ne voulait céder. Finalement, maman a dit qu'elle ne pouvait pas nous forcer à régler ça, mais que nous étions en train de déchirer la famille. Puis elle a raccroché. Je suis resté assis là, tenant mon téléphone, en colère, frustré et toujours convaincu que j'avais raison. Mais une petite voix au fond de ma tête n'arrêtait pas de demander si avoir raison valait tout ça. Francisco m'a appelé à l'improviste 4 jours plus tard. J'ai fixé son nom sur l'écran de mon téléphone, confus. Nous n'avions jamais été proches. Nous nous étions à peine parlé lors des réunions de famille avant le mariage. J'ai répondu avec prudence. Il a dit qu'il essayait de comprendre ce qui s'était passé et qu'il voulait entendre ma version des faits. Pas la version de Diane, pas la version de maman, la mienne. J'étais méfiant au début. Ça ressemblait à un piège. Mais sa voix semblait sincère, ni en colère ni accusatrice. Alors je lui ai raconté, l'ordinateur portable, les clients perdus, les milliers de dollars de revenus envolés, le refus de Diane d'assumer la moindre responsabilité. Son rire moqueur. Il a écouté en silence, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit qu'il avait vu des signes de ce genre de choses avec Lily. La façon dont Diane la laissait tout faire, la façon dont elle trouvait des excuses au lieu d'enseigner les conséquences. Il a dit que ça avait été un point de tension dans leur relation, mais qu'il avait espéré que le mariage changerait les choses. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Nous avons parlé encore 10 minutes avant qu'il ne dise qu'il devait y aller. L'appel m'a laissé un sentiment étrange et déséquilibré. Case s'est pointé à mon appartement 2 jours plus tard. J'ai ouvert la porte et j'ai vu son visage, furieux. Mon estomac s'est noué. J'ai su immédiatement que quelqu'un lui avait dit. Il n'a pas attendu que je l'invite à entrer. Il est juste resté là dans le couloir et m'a demandé directement si j'avais utilisé Max pour détruire la robe de mariée de Diane. Sa voix était tendue et contrôlée, comme s'il faisait de gros efforts pour ne pas crier. Je ne pouvais pas lui mentir en face. Je ne pouvais pas regarder mon ami, quelqu'un que je connaissais depuis des années, et nier ce que j'avais fait. Alors, j'ai admis. J'ai essayé d'expliquer pour l'ordinateur portable, pour Diane, pour tout ce qui avait mené à ça, mais il m'a coupé. Il a dit que j'avais utilisé son gamin comme une arme dans mon drame familial. Ces mots exacts. Utiliser son gamin comme une arme. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. J'ai essayé de me défendre. Les mots sont sortis, désespérés et précipités. Max s'était amusé ce jour-là. Il ne s'en souvenait pas. Il n'avait pas été blessé. Il avait peint, joué et passé un bon moment. Mais l'expression de Case n'a pas changé. Il a dit que ce n'était pas la question. La question, c'était que je l'avais manipulé pour qu'il me laisse garder son fils afin que je puisse utiliser son enfant de 3 ans pour commettre une destruction de biens. Je lui avais menti. J'avais trahi sa confiance. Il m'avait confié son enfant, et j'avais utilisé cette confiance pour me venger de ma sœur. Sa voix est devenue plus forte pendant qu'il parlait, et j'ai vu la porte d'un voisin s'entr'ouvrir au bout du couloir. Case l'a remarqué aussi et a baissé la voix, mais la colère était toujours là. Il a dit qu'il pensait me connaître, qu'il pensait que j'étais une bonne personne, quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Mais je n'étais pas la personne qu'il pensait que j'étais. Case m'a dit que Max aurait pu se blesser chez maman. Il aurait pu tomber dans les escaliers, se couper avec quelque chose, ou avoir peur d'être dans un endroit inconnu. Je ne me suis soucié de rien de tout ça parce que j'étais trop concentré sur ma vengeance contre Diane. Il a dit que chaque décision que j'avais prise ce jour-là concernait ma vengeance, pas la sécurité de son fils. Et c'était impardonnable. Il avait besoin de distance pour savoir si nous pouvions encore être amis. Peut-être beaucoup de distance, peut-être une distance permanente. Puis il s'est retourné et est parti avant que je puisse répondre. Je suis resté dans l'embrasure de ma porte à le regarder partir. Et pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, j'ai commencé à pleurer. De vraies larmes, pas seulement les yeux humides. Je suis rentré, j'ai fermé la porte et je me suis laissé glisser jusqu'au sol. Je suis resté assis là,
à sangloter pendant 20 minutes, réalisant que je venais de perdre l'un de mes meilleurs amis, et que je le méritais. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai cherché le numéro de Marie. Mes mains tremblaient un peu en composant. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix professionnelle et calme. Je lui ai dit que Case savait tout. Les mots sont sortis vite et de manière confuse. Elle a demandé si je pensais qu'il le signalerait à la police ou au service de protection de l'enfance. J'ai dit non, mais la vérité, c'est que je n'en savais rien. Case était suffisamment en colère pour que tout semble possible. La voix de Marie est devenue sérieuse. Elle m'a dit de ne plus discuter de cela avec personne d'autre. Pas de SMS à ce sujet. Pas de publication à ce sujet. Ne rien mettre par écrit qui admette ce que j'avais fait. Elle a dit que si cela allait un jour au tribunal, tout ce que j'écrirais pourrait être utilisé comme preuve. J'ai promis que je ne le ferais pas et j'ai raccroché, me sentant encore plus mal qu'avant. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, de faire défiler les réseaux sociaux pour me distraire. C'est là que j'ai vu la publication de Diane. Elle n'a pas utilisé mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. La publication parlait de trahison, de loyauté familiale et de gens qui vous sourient en face tout en vous poignardant dans le dos. Sur la façon dont certaines personnes détruiront votre bonheur parce qu'elles sont elles-mêmes malheureuses. Sur le fait que le sang ne fait pas la famille, la loyauté si. Les commentaires ont commencé à affluer rapidement. Des parents à qui je parlais à peine publiaient des messages de soutien. Tante Barbara a dit, la famille devrait se soutenir dans les moments difficiles. Oncle Jerry a dit que certaines personnes n'apprennent jamais à laisser tomber. L'ami de lycée de Diane a dit qu'elle priait pour elle. Chaque commentaire était comme un coup de poing dans l'estomac. Mon visage brûlait en les faisant défiler. Tout le monde pensait que j'étais la méchante. Personne ne savait pour l'ordinateur portable. Personne ne savait que Diane était entrée par effraction dans ma chambre fermée à clé. J'ai tapé une réponse expliquant ma version. Je l'ai supprimée. J'en ai tapé une autre dénonçant ces mensonges. Je l'ai supprimée aussi. J'ai écrit une troisième version qui était juste en colère et méchante. Je l'ai supprimée et j'ai jeté mon téléphone à travers la pièce. Tout ce que je dirais ne ferait qu'empirer les choses. Diane contrôlait l'histoire maintenant. Maman a appelé 2 jours plus tard. Sa voix avait ce ton qui signifiait que ce n'était pas une demande. Elle a dit que nous allions avoir une réunion de famille chez elle dimanche. Diane et moi étions tenus d'y assister. J'ai essayé de refuser. Je lui ai dit que j'avais du travail à rattraper. Maman m'a coupé et a utilisé sa voix non négociable. Celle qui signifiait que toute discussion était inutile. Elle a dit que ça avait assez duré et que nous allions résoudre ça comme des adultes, que ça nous plaise ou non. Francisco serait là aussi. Nous allions nous asseoir et en discuter. J'avais envie de crier qu'il n'y avait rien à discuter. Diane avait détruit ma propriété et ne s'était jamais excusée. J'avais pris ma revanche. Fin de l'histoire. Mais maman ne demandait pas, elle ordonnait. J'ai accepté de venir et j'ai raccroché, me sentant piégé. Les jours avant dimanche ont été une torture. J'ai passé des heures à répéter ce que j'allais dire. J'ai pratiqué mes arguments sous la douche, en voiture, en faisant du café. Chaque fois que je pensais à affronter Diane, je devenais plus en colère. Elle a détruit ma propriété en premier. Mon ordinateur portable de 4000 $ dont j'avais besoin pour travailler. Elle m'a fait perdre des clients et des revenus. Elle ne s'est jamais excusée, n'a jamais proposé de payer, n'a jamais pris ses responsabilités. Et maintenant, j'étais la méchante parce que ma vengeance était plus créative que sa négligence. L'injustice de la situation me donnait envie de hurler. J'avais demandé gentiment d'abord, j'avais essayé de gérer ça comme une adulte. Elle m'a ri au nez. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Juste accepter? La laisser s'en tirer après avoir détruit mes moyens de subsistance parce qu'elle avait un enfant? Plus je répétais, plus je m'énervais. Samedi soir, j'étais tellement tendu que je n'ai pas pu dormir. Dimanche matin est arrivé trop vite. J'ai conduit jusqu'à la maison de maman, l'estomac noué. Mes mains étaient moites sur le volant. Je me suis garé et j'ai vu la voiture de Diane déjà dans l'allée. Le camion de Francisco était là aussi. Je suis resté dans ma voiture pendant 5 minutes à essayer de me calmer avant d'entrer. Maman a ouvert la porte et m'a conduite au salon. Diane et Francisco étaient assis sur le canapé. Diane ne me regardait pas.
Elle fixait ses mains sur ses genoux, la mâchoire serrée. Francisco avait l'air mal à l'aise, changeant de position et évitant le contact visuel. Maman s'est assise dans le fauteuil en face du canapé. Elle ressemblait à un juge sur le point de rendre une sentence. Elle nous a dit que nous allions en discuter. Sa voix était ferme et ne laissait aucune place à la discussion. Maman a exposé les règles. Chacune d'entre nous expliquerait sa version sans interrompre. Pas de cris, pas d'insultes, pas de départ en claquant la porte. Nous allions rester assis ici jusqu'à ce que ce soit résolu. Diane a commencé. Elle s'est mise à pleurer presque immédiatement. Elle a parlé de son jour de mariage gâché et de sa robe de rêve détruite. Elle a dit que j'étais une psychopathe vindicative qui ne pouvait pas laisser tomber. Que je l'avais embarrassée devant toute la famille de Francisco. Que sa mère pensait maintenant que nous étions tous fous. Que j'avais transformé le plus beau jour de sa vie en cauchemar. Elle a continué pendant 10 minutes sur la robe, le mariage, l'humiliation. Sans jamais mentionner l'ordinateur portable. Je me suis mordu la langue pendant toute sa performance. Je l'ai regardé jouer la victime comme elle le faisait toujours. Le visage de maman est resté neutre, mais je pouvais voir qu'elle en avait assez des larmes. Puis ce fut mon tour. J'ai exposé la chronologie. Diane est entrée par effraction dans ma chambre fermée à clé. Elle a dû chercher le double de la clé pour le faire. Elle a laissé Lily détruire mon ordinateur portable de 4000 $ pendant qu'elle était assise sur le canapé à scroller sur son téléphone. L'ordinateur portable que j'utilisais pour mon entreprise de freelance, ma source de revenus. Elle en a ri. A dit que je ne devrais pas acheter de belles choses. A refusé de payer quand je l'ai demandé. J'ai déménagé parce que je ne pouvais plus lui faire confiance. J'ai perdu 3 clients parce que je ne pouvais pas livrer les projets à temps. Je lui ai demandé plusieurs fois de réparer son erreur. Elle n'a jamais offert un centime. Ne s'est jamais excusée. M'a traité comme si j'étais ridicule de m'attendre à ce qu'elle prenne ses responsabilités. Ma voix tremblait de colère pendant que je parlais. Je sentais les larmes monter mais je refusais de les laisser couler. J'ai expliqué que j'avais d'abord essayé de gérer ça comme des adultes. Elle avait rendu la chose impossible. Francisco a surpris tout le monde en prenant la parole. Il a dit que nous avions toutes les deux tort. Diane avait tort de laisser Lily détruire ma propriété et de ne pas réparer son erreur, mais j'avais tort de planifier une vengeance au lieu d'engager une action en justice. Il a dit cela calmement, comme s'il y avait réfléchi depuis un moment. Maman a hoché lentement la tête. J'ai réalisé qu'elle avait pensé la même chose, mais ne voulait pas le dire. Francisco a continué de parler, disant que ce que j'avais fait était calculé et cruel, même si Diane méritait des conséquences. Que utiliser un enfant pour exécuter une vengeance franchissait une ligne, qu'il y avait de meilleures façons de gérer ça. Ces mots m'ont frappé plus fort que prévu parce qu'il ne criait pas et ne prenait pas parti. Il était juste honnête. Diane s'en est prise à Francisco. Sa voix est devenue vive et en colère. Elle a dit qu'il était censé être de son côté. Francisco est resté calme. Il a dit qu'il était de son côté, mais que cela ne signifiait pas qu'elle avait raison. Puis il a dit quelque chose qui a fait taire toute la pièce. Il a souligné que l'éducation de Diane avait aussi été un problème dans leur relation. Que Lily était autorisée à détruire des choses sans conséquence. Que Diane trouvait des excuses au lieu d'apprendre à sa fille à mieux se comporter, qu'il avait espéré que le mariage changerait les choses, mais maintenant il n'en était plus sûr. Le silence qui a suivi était épais et inconfortable. Diane le fixait, la bouche ouverte. Maman s'est agitée sur sa chaise. Je ne savais pas où regarder. Maman a finalement parlé. Elle a admis qu'elle nous avait encouragés toutes les deux au fil des ans. Nous avait laissé nous en tirer avec des comportements mesquins au lieu de nous forcer à régler nos problèmes. Elle a dit que lorsque Diane lui avait parlé de l'ordinateur portable, elle avait conseillé à Diane de me rembourser, mais Diane avait refusé. La voix de maman est devenue plus basse. Elle a dit que si j'étais venu la voir pour la robe avant le mariage, elle m'aurait arrêté. Qu'elle savait que quelque chose n'allait pas quand elle avait trouvé des résidus de peinture au doigt dans la chambre d'amis, mais n'avait rien dit. Elle voulait voir si j'allais avouer de moi-même. Sa déception était claire dans chaque mot. Elle nous a regardés toutes les deux comme si nous étions des enfants qui l'avaient déçus. Le poids de ce regard s'est installé sur la pièce, et personne n'a parlé pendant un long moment. Je me suis tourné vers maman, ma voix tendue de colère. Pourquoi avais-tu un double de la clé de ma chambre chez Diane ?
Maman s'est agitée sur sa chaise et a baissé les yeux sur ses mains. Le silence s'est étiré pendant plusieurs secondes avant qu'elle ne croise enfin mon regard. Diane est intervenue avant que maman ne puisse répondre. Ses mots sont sortis en un flot, défensif et vif. Elle a dit qu'elle avait demandé la clé à maman des mois auparavant parce qu'elle voulait emprunter mon ordinateur portable pour ses présentations professionnelles. Maman lui avait donné la clé sans me le dire. C'est comme ça que Diane est entrée dans ma chambre ce jour-là. Ma poitrine s'est serrée. Ce n'était pas seulement de la négligence ou un accident. Diane avait planifié ça. Elle était allée voir maman spécifiquement pour avoir accès à ma chambre fermée à clé et à mes affaires. Quand je n'arrêtais pas de dire non pour lui prêter mon ordinateur portable, elle a simplement pris ce qu'elle voulait de toute façon. Elle a utilisé Lily comme son outil pour contourner mes limites. Le visage de Francisco a changé en écoutant cela. Sa mâchoire s'est crispée et il a regardé Diane comme s'il voyait quelque chose de nouveau en elle, quelque chose qu'il n'aimait pas. La trahison était encore plus profonde maintenant que je comprenais à quel point cela avait été calculé. Diane n'avait pas seulement manqué d'empêcher Lily d'attraper mon ordinateur portable. Elle avait activement créé la situation en s'introduisant dans ma chambre. Elle avait cherché la clé, déverrouillé ma porte, et laissé sa fille se déchaîner sur mon bien le plus précieux. Puis elle en avait ri et avait refusé de payer. Maman a essayé d'expliquer qu'elle pensait que Diane me demanderait d'abord avant d'utiliser la clé, qu'elle ne la lui avait donnée que pour les urgences. Mais cette excuse sonnait creux même pendant qu'elle la prononçait. Diane avait manipulé maman pour qu'elle lui donne l'accès, puis avait abusé de cet accès sans permission. Francisco s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, regardant la rue. Ses épaules étaient tendues et ses mains étaient fourrées dans ses poches. La pièce semblait plus petite avec toute cette colère et cette douleur qui la remplissait. Je voulais leur crier dessus à toutes les deux, à maman pour avoir encouragé Diane et à Diane pour être si prétentieuse et égoïste. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, Diane a sorti son téléphone. Ses mains tremblaient légèrement pendant qu'elle tapotait l'écran. Elle a dit qu'elle avait la preuve que j'avais détruit sa robe. Mon estomac s'est noué. Elle a tourné le téléphone pour nous montrer une vidéo. C'était des images de la caméra Ring d'une maison voisine de l'autre côté de la rue de chez maman. L'horodatage montrait le jour exact où j'avais emmené Max pour détruire la robe. Ma voiture était garée dans l'allée, visible comme le nez au milieu de la figure. La qualité de la vidéo était suffisamment nette pour lire ma plaque d'immatriculation. Je me suis regardé sortir du siège conducteur et ouvrir la portière arrière pour aider Max à sortir de son siège auto. L'angle de la caméra avait tout capté. Mon cœur a commencé à battre si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'ai essayé de garder un visage neutre, mais je sentais le sang quitter mes joues. Diane a montré plus d'images, me montrant entrant dans la maison avec un sac puis repartant 2 heures plus tard avec Max. La caméra du voisin avait tout enregistré. Francisco s'est détourné de la fenêtre pour regarder la vidéo. Maman s'est penchée en avant pour mieux voir l'écran. Je me sentais piégé sur cette chaise, incapable de bouger ou de penser clairement. Mon esprit s'emballait, essayant de trouver une explication à cela. Je me suis forcé à parler, essayant de paraître décontracté et indifférent. J'ai dit que j'étais passé vérifier la maison de maman pendant son voyage, ce que j'avais déjà fait auparavant. C'était une excuse raisonnable, mais Diane était prête à ça. Elle a dit que la caméra du voisin m'avait aussi filmé arrivant avec un jeune enfant et partant 2 heures plus tard. Il n'y avait aucune explication innocente pour amener le fils de Case pour vérifier une maison vide. Pourquoi aurais-je eu besoin d'un enfant de 3 ans pour ça? Le visage de maman a changé en me regardant. La déception dans ses yeux était pire que n'importe quel cri aurait pu l'être. Elle savait que je mentais maintenant. La preuve était juste là, sur le téléphone de Diane. Je me sentais piégé et exposé, comme si toute ma peau avait été arrachée. Francisco a rompu le silence en demandant à Diane pourquoi elle avait attendu jusqu'à maintenant pour montrer cette preuve. Sa voix était calme, mais il y avait une pointe d'agacement. Diane l'a regardé puis m'a regardé. Elle a dit qu'elle avait voulu voir si j'allais l'admettre d'abord et faire ce qu'il fallait. Elle avait gardé ces images pendant des semaines, me regardant simplement mentir à tout le monde, jouant la victime alors qu'elle avait la preuve depuis le début. J'ai réalisé qu'elle jouait un jeu plus long que je ne le pensais. Elle m'avait laissé m'enfoncer de plus en plus, attendant le moment parfait pour révéler ce qu'elle savait. La réunion de famille avait été son piège, pas la tentative de réconciliation de maman. Elle avait planifié cette confrontation, probablement sur les conseils de son avocat.
La voix de maman était basse mais ferme quand elle m'a demandé directement si j'avais détruit la robe. J'ai regardé son visage puis le téléphone qui montrait toujours ma voiture dans l'allée. Je ne pouvais plus mentir. Pas avec la preuve vidéo juste là. Les mots semblaient être arrachés de moi. J'ai admis que je l'avais fait. J'ai admis que j'avais utilisé le fils de Keith. La pièce a explosé. Diane a commencé à crier que j'étais une psychopathe, qu'elle avait eu raison depuis le début. La bouche de Francisco est tombée de surprise. Maman a juste secoué lentement la tête comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait même si elle s'en doutait. J'ai essayé d'expliquer à nouveau pour l'ordinateur portable, comment Diane avait détruit ma source de revenus et avait refusé de payer. Mais Diane m'a coupé, sa voix montant presque jusqu'au cri. Elle a dit que son avocat déposerait une plainte demain. Effraction, destruction de biens impliquant un mineur. Francisco a posé sa main sur son bras et a dit que ce n'était pas ce dont ils avaient convenu. Sa voix était sèche. Diane s'en est prise à lui, retirant brusquement son bras. Elle a dit qu'il n'avait pas à lui dire quoi faire à ce sujet. Leur problème de couple devenait évident pour tout le monde dans la pièce. La façon dont elle le rejetait, la façon dont il la regardait avec frustration et déception. Il ne s'agissait plus seulement de la robe. 2 jours après la réunion de famille, j'étais à mon bureau en train d'essayer de me concentrer sur mon travail quand une notification de mail est apparue. Un autre client mettait fin à notre contrat. L'email était poli mais ferme. Ils avaient entendu parler de l'incident du mariage par des connaissances communes. Ils ne se sentaient pas à l'aise de travailler avec quelqu'un qui se livre à ce genre de comportement. La réputation professionnelle comptait dans leur secteur. J'ai fixé l'écran, sentant ma poitrine se serrer. C'était 3 clients perdus en un mois. Mon entreprise de freelance coulait. Le bruit courait dans mon réseau professionnel comme du poison. Les gens prenaient discrètement leur distance avec moi, annulaient des contrats, ne retournaient pas les appels pour de nouveaux projets. Le revenu que j'avais reconstruit après la destruction de l'ordinateur portable disparaissait à nouveau. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai mis ma tête dans mes mains. Une notification de message a illuminé mon téléphone plus tard dans l'après-midi. C'était d'un ami commun, quelqu'un que je connaissais depuis l'université. Le message disait que les gens parlaient de moi. L'histoire sur la robe de mariée et l'utilisation d'un enfant pour la détruire avait circulé. Dans le récit, les détails avaient été déformés et exagérés. Certains disaient que j'avais coaché Max sur ce qu'il fallait faire. D'autres disaient que je l'avais soudoyé avec des bonbons. L'histoire me faisait passer pour un monstre complet qui avait délibérément corrompu un petit enfant pour se venger. Ma réputation dans notre cercle social coulait rapidement. Des gens qui me connaissaient depuis des années se demandaient quel genre de personne j'étais vraiment. Le lendemain matin, le nom de Keith est apparu sur l'écran de mon téléphone avec une notification de SMS. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Il disait qu'il devait officiellement mettre fin à notre amitié. Il ne pouvait plus me faire confiance avec Max. Pas après ce que j'avais fait. Peut-être qu'un jour nous pourrions renouer le contact. Mais pour l'instant, il devait protéger son gamin de mes drames. La lecture de son message a brisé quelque chose en moi. Keith était mon ami depuis plus de 10 ans. Nous avions traversé des ruptures, des pertes d'emploi et des décès familiaux ensemble. Il m'avait confié son fils, la personne la plus importante de son monde, et j'avais utilisé cette confiance comme une arme. Je me suis assis sur mon canapé à regarder le SMS, sentant tout le poids de ce que j'avais fait. J'avais perdu plus que je n'avais gagné avec cette vengeance. La satisfaction de voir la crise de nerfs de Diane à son mariage avait duré peut-être un jour. Maintenant, je perdais des amis, des clients, de l'argent et le respect. Diane ne m'avait toujours pas payé pour l'ordinateur portable, et maintenant je pourrais finir par lui payer 8 000 $ pour la robe, plus les frais de justice. Francisco allait probablement la quitter d'après ce que j'avais vu à la réunion de famille, mais ça ne me faisait pas me sentir mieux. J'avais détruit une amitié, nui à ma carrière et prouvé à tout le monde que j'étais aussi mesquine et vindicative que Diane. Peut-être pire, parce que j'avais tout planifié et utilisé un gamin innocent pour le faire. La vengeance qui m'avait semblé si justifiée sur le moment me paraissait maintenant creuse et stupide. J'ai arrêté de me doucher régulièrement, arrêté de répondre aux emails sauf si absolument nécessaire. Mon appartement est devenu une zone sinistrée avec des contenants de plats à emporter empilés sur toutes les surfaces et des vêtements sales entassés dans les coins. Je m'asseyais sur mon canapé à faire défiler les réseaux sociaux, voyant des publications de personnes présentes au mariage, lisant des commentaires sur la crise de Diane.
Certains la défendaient, disant que j'avais dû faire quelque chose de terrible pour provoquer cette réaction. D'autres la qualifiaient d'instable et de dramatique. Personne ne connaissait toute la vérité, sauf les personnes présentes à cette réunion de famille. Je n'arrêtais pas de relire le SMS de Keith, la façon dont il disait qu'il ne pouvait plus me faire confiance avec Max. Ça faisait plus mal que de perdre les clients ou l'argent ou même la haine de Diane. Keith était mon ami depuis plus de 10 ans. Nous avions tout traversé ensemble. Et j'avais détruit ça en utilisant son gamin comme une arme. J'ai essayé de travailler sur les quelques projets qu'il me restait, mais je ne pouvais pas me concentrer. Je fixais mon écran d'ordinateur pendant des heures, sans faire de progrès. Un client a envoyé un email de suivi pour s'enquérir de son montage vidéo, et j'ai réalisé que je n'avais même pas encore ouvert ses fichiers. Je ratais les délais à gauche et à droite, ce qui ne ferait qu'empirer ma réputation. L'appartement semblait de plus en plus petit chaque jour, comme si les murs se refermaient sur moi. J'ai commandé une pizza à minuit et je l'ai mangée froide au petit déjeuner. J'ai porté le même pantalon de survêtement pendant 4 jours d'affilée. Mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer avec des notifications que j'ignorais. Maman a appelé 2 fois. Le nom de Diane est apparu une fois, ce qui m'a retourné l'estomac, mais je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Je n'ai pas écouté le message. Le nom de Marie est apparu sur mon écran un après-midi alors que j'étais allongé sur le canapé à regarder une émission de télé-poubelle. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Elle m'a demandé comment j'allais, et j'ai menti en disant que ça allait. Elle ne m'a pas cru, à en juger par son ton. Puis elle a posé la question que je redoutais. Diane avait-elle déjà déposé quelque chose? Je lui ai dit non, pas que je sache. Marie a dit que c'était en fait un bon signe. Si Diane avait l'intention de porter plainte ou d'intenter un procès, elle l'aurait probablement déjà fait. Plus elle attendait, plus cela ressemblait à de simples menaces pour m'effrayer. Mais ensuite, la voix de Marie est devenue sérieuse. Elle m'a rappelé la preuve vidéo, ces images de la caméra Ring montrant ma voiture chez maman avec Max. Si cela allait un jour au tribunal, cette preuve serait vraiment préjudiciable. Et le fait que j'ai utilisé le fils de Keith aggravait tellement les choses. Un juge ne verrait pas d'un bon œil quelqu'un qui implique un enfant dans une destruction de biens, même si l'enfant ne comprenait pas ce qui se passait. Marie a dit que je devrais me préparer à la possibilité de poursuites pénales, pas seulement d'un procès civil. Effraction, destruction de biens, et peut-être quelque chose lié à l'implication d'un mineur. Elle n'essayait pas de me faire peur, juste d'être réaliste sur ce à quoi je faisais face. Je l'ai remerciée pour l'appel et j'ai raccroché, me sentant encore plus mal qu'avant. Maman a appelé le lendemain pendant que je me forçais à faire la lessive. J'ai envisagé de l'ignorer, mais je savais qu'elle continuerait d'appeler. J'ai répondu et elle est allée droit au but. Diane et Francisco étaient en thérapie de couple. L'incident du mariage avait soulevé des problèmes plus importants dans leur relation qu'ils avaient évités. La famille de Francisco mettait apparemment beaucoup de pression sur lui. Sa mère, Lucille, n'arrêtait pas d'appeler, disant que le comportement de Diane au mariage était un énorme signal d'alarme. Elle voulait que Francisco obtienne l'annulation du mariage avant qu'il ne soit trop tard. Maman a dit que Francisco était partagé parce qu'il aimait Diane, mais il voyait aussi des facettes d'elle qu'il n'aimait pas. Le sentiment de tout lui devoir, la mentalité de victime, la façon dont elle refusait d'assumer la responsabilité de quoi que ce soit. Entendre cela m'a procuré un mélange étrange de sentiments. Une partie de moi se sentait coupable parce que ma vengeance avait causé des problèmes dans leur mariage. Mais une autre partie se sentait vengée, comme si peut-être Francisco voyait enfin la vraie nature de Diane. La même personne qui avait laissé son gamin détruire mon ordinateur portable et en avait ri. Maman a dit que les séances de thérapie étaient intenses. Diane essayait constamment de tout ramener à ce que je lui avais fait, mais le thérapeute la redirigeait constamment vers son propre comportement et ses choix. Francisco était apparemment honnête sur ses frustrations concernant son éducation et ses excuses constantes. J'ai demandé à maman si elle pensait qu'ils resteraient ensemble, et elle a dit qu'honnêtement, elle ne savait pas. Puis elle m'a dit que je ne devrais pas me réjouir de cela, que détruire le mariage de quelqu'un n'était pas quelque chose dont on pouvait être fier. J'ai dit que je n'étais plus fier de rien et j'ai raccroché. Je suis allé à l'épicerie 3 jours plus tard parce que je n'avais plus rien. J'étais dans le rayon des céréales en train de comparer les prix quand j'ai levé les yeux et vu Diane à l'autre bout. Nous nous sommes toutes les deux figées. Elle avait un chariot avec Lily assise à l'avant et elle avait l'air épuisée. Des cernes sous les yeux,
les cheveux tirés en une queue de cheval désordonnée, portant un vieux pantalon de yoga et un t-shirt taché. J'avais probablement l'air aussi mal dans mes vêtements froissés et mes cheveux sales. Nous nous sommes regardés pendant ce qui a semblé une éternité. Je voulais dire quelque chose, peut-être m'excuser ou expliquer ou simplement reconnaître ce qui s'était passé, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Le visage de Diane a traversé plusieurs expressions. Colère, douleur, dégoût, quelque chose qui aurait pu être de la tristesse. Puis elle a simplement fait demi-tour avec son chariot et s'est éloignée, se dirigeant vers une autre allée. Lily m'a fait un signe de la main en partant, et j'ai répondu automatiquement. La rencontre m'a laissé tremblant. J'ai abandonné mon chariot et je suis rentré chez moi sans rien acheter. Francisco m'a appelé ce soir-là. J'ai failli ne pas répondre parce que je pensais qu'il appelait pour me crier dessus ou me menacer d'une action en justice, mais sa voix était calme quand j'ai décroché. Il a dit qu'il voulait trouver une solution qui n'implique ni avocat ni police. Il voyait la colère de Diane la consumeur et cela détruisait leur mariage. Si nous pouvions parvenir à une sorte d'accord, peut-être que tout le monde pourrait aller de l'avant et commencer à guérir. J'étais surpris qu'il me contacte sans que Diane le sache. Il a admis qu'elle serait furieuse si elle découvrait qu'il m'appelait, mais il était désespéré de régler la situation avant qu'elle ne ruine tout. Il a dit qu'il aimait toujours Diane, mais qu'il ne pouvait pas vivre comme ça. La colère, le ressentiment et le drame constant. Sa famille faisait pression sur lui pour qu'il la quitte, et une partie de lui commençait à penser qu'il pourrait avoir raison, à moins que nous ne puissions trouver un moyen de résoudre ce gâchis. J'ai demandé ce que Diane voulait, et il a dit honnêtement, elle voulait que je souffre. Mais il pensait que si nous pouvions trouver quelque chose d'équitable, il pourrait peut-être la convaincre de l'accepter. Il m'a demandé si j'étais disposé à au moins parler des options, et j'ai dit oui parce que j'étais désespéré aussi. Francisco a exposé son idée. Nous partagions les dommages en deux. Je paierais à Diane 4 000 $ pour la robe, ce qui correspondait à ce qu'elle me devait pour l'ordinateur portable. Nous serions quittes. Il savait que ce n'était pas une justice parfaite pour aucune de nous. Je serais toujours sans ordinateur portable et sans 4 000 $. Diane serait toujours sans sa robe de rêve et sans 4 000 $. Mais c'était une issue à ce gâchis qui n'impliquait pas de tribunaux, d'avocats et de poursuites pénales. Je suis resté assis là, à digérer ce qu'il disait. Une partie de moi voulait refuser par principe. C'est Diane qui avait commencé toute cette histoire en détruisant mon ordinateur portable. Pourquoi devrais-je lui payer quoi que ce soit? Mais la partie pragmatique de mon cerveau savait que c'était probablement la meilleure offre que j'obtiendrais. Marie m'avait mis en garde contre les preuves vidéo et les problèmes de mise en danger d'enfants. Si cela allait au tribunal, je pourrais finir par payer bien plus que 4 000 $, plus les frais de justice, plus éventuellement faire face à des poursuites pénales. J'ai dit à Francisco que le problème était que je n'avais pas 4 000 $ en ce moment. J'avais perdu des clients et des revenus à cause de toute cette situation. Mon entreprise tenait à peine la route. Il est resté silencieux une minute, puis a dit qu'il me prêterait l'argent sans intérêt. Je pourrais le rembourser au fil du temps, ce que je pourrais me permettre chaque mois. Il voulait que ce soit résolu avant que cela ne détruise complètement son mariage. J'ai demandé pourquoi il était prêt à faire ça, et il a dit parce qu'il essayait de sauver sa relation et sa santé mentale. Cela valait 4 000 $ pour lui si cela signifiait la paix. J'ai dit à Francisco que je devais y réfléchir et en parler à mon avocate. Il a dit que c'était juste, mais de ne pas prendre trop de temps s'il vous plaît. Chaque jour qui passait, Diane devenait plus en colère et plus campée sur ses positions. Si nous devions conclure un accord, il fallait que ce soit bientôt. J'ai appelé Marie dès que nous avons raccroché et j'ai expliqué la proposition de Francisco. Elle a écouté attentivement, a posé quelques questions, puis m'a donné son avis. C'était en fait un bon accord compte tenu des preuves vidéo que Diane avait. Si cela allait au tribunal, je pourrais facilement finir par payer plus de 4 000 $. De plus, il y aurait des frais de justice des deux côtés, qui pourraient s'élever à des milliers de dollars supplémentaires. Et il y avait toujours la possibilité de poursuites pénales pour effraction et implication d'un mineur. Une condamnation pourrait signifier des amendes, une probation, peut-être même une peine de prison, selon le juge. Le règlement de 4 000 $ sans admission de culpabilité et sans poursuite pénale était un bien meilleur résultat que ce qui pourrait arriver au tribunal. Marie m'a conseillé d'accepter l'accord si Francisco pouvait effectivement convaincre Diane d'y consentir. Elle a dit de tout mettre par écrit, cependant, avec des termes clairs sur ce à quoi nous consentions toutes les deux.
Pas de langage vague qui pourrait être interprété de différentes manières. Plus tard, Francisco a rappelé 2 jours plus tard. Il avait parlé à Diane, et elle était prête à accepter les $4000. Mais elle avait une condition supplémentaire. Je devais m'excuser publiquement d'avoir gâché son mariage. J'ai senti tout mon corps se tendre en entendant cela. Des excuses publiques donnaient l'impression d'admettre que j'étais complètement en tort alors que c'était elle qui avait commencé toute cette histoire. C'était comme la laisser gagner et me faire passer pour la seule méchante. J'ai dit à Francisco que je ne pouvais pas faire ça et il a soupiré. Il a dit qu'il s'attendait à cette réponse. Nous avons discuté pendant un moment. Il a essayé de me convaincre que de simples excuses aideraient Diane à sentir qu'elle avait obtenu une certaine justice. J'ai soutenu qu'elle ne s'était jamais excusée pour avoir détruit mon ordinateur portable. Pourquoi devrais-je m'excuser alors que c'est elle qui avait causé tout ça? Francisco a finalement proposé un compromis. Des excuses privées, juste à Diane et à lui. Pas de réseaux sociaux, pas d'annonces familiales, juste nous 3 dans une pièce. Je m'excuserai d'avoir détruit la robe et d'avoir gâché son jour de mariage. En échange, elle accepterait les $4000 et abandonnerait toutes les menaces légales. Je suis resté assis là à y réfléchir. Des excuses privées valaient mieux que des excuses publiques. Et si cela signifiait mettre fin à ce cauchemar, peut-être que cela valait la peine de ravaler ma fierté. J'ai dit à Francisco que j'acceptais des excuses privées uniquement. Maman a appelé le lendemain matin. Elle a dit qu'elle avait entendu parler de l'accord potentiel par Francisco, et qu'elle était soulagée que nous puissions enfin résoudre ce problème. Puis elle a lâché une bombe. Elle avait su la vérité sur ce que j'avais fait depuis le début. Elle avait trouvé des résidus de peinture au doigt dans la chambre d'amis cette semaine-là, après la destruction de la robe. De minuscules taches violettes sur le tapis que le nettoyeur n'avait pas complètement enlevé. Elle avait su immédiatement ce qui s'était passé. J'ai demandé pourquoi elle n'avait rien dit, et elle a répondu qu'elle voulait voir si j'allais avouer de moi-même. Elle attendait que je fasse preuve d'un peu d'intégrité et que j'admette ce que j'avais fait. Quand j'ai continué à mentir à la réunion de famille, elle avait été tellement déçue, mais elle ne voulait pas être celle qui me dénoncerait. Elle voulait que j'assume moi-même mes responsabilités. Entendre cela m'a fait me sentir minuscule. Maman avait su depuis le début et m'avait regardé mentir à tout le monde. Elle avait assisté à cette horrible réunion de famille en sachant exactement ce que j'avais fait. J'ai demandé si elle l'avait dit à quelqu'un d'autre et elle a dit non. C'était entre nous. Mais elle a dit qu'elle était heureuse que je règle enfin les choses, même s'il avait fallu que Francisco me pousse à le faire. J'ai raccroché avec maman en me sentant minuscule. Elle avait su depuis le début, trouver les résidus de peinture au doigt, m'avait regardé mentir pendant toute cette réunion de famille. Le poids de sa déception pesait lourdement sur ma poitrine, rendant la respiration difficile. J'ai fait les 100 pas dans mon appartement pendant 1 heure, rejouant chaque mensonge que j'avais dit, chaque fois que j'avais regardé tout le monde dans les yeux et nié ce que j'avais fait. Maman m'avait donné des chances d'avouer, et j'avais choisi la tromperie à chaque fois. Elle a dit qu'elle ne protégeait aucune de nous des retombées. Diane et moi devions toutes les deux faire face aux conséquences. Sa voix avait été calme, mais froide. Ce ton particulier qu'elle utilisait quand elle était vraiment déçue plutôt que simplement en colère. La colère, j'aurais pu la gérer. La déception coupait plus profondément, s'installant dans mes os comme une douleur qui ne s'estomperait pas. Je l'avais laissée tomber d'une manière qui semblait permanente et irréparable. Francisco a appelé 2 jours plus tard et a dit qu'il avait organisé une réunion chez maman. Juste nous 4, moi, Diane, lui et maman. Dimanche à 14 h. Sa voix était professionnelle, efficace, comme s'il organisait un rendez-vous de travail plutôt qu'une confrontation familiale. J'ai accepté parce que pouvais-je faire d'autre? L'alternative, c'était les avocats, le tribunal et peut-être des poursuites pénales. Je suis arrivé 10 minutes en avance, les mains moites en me garant dans l'allée de maman. Diane et Francisco étaient déjà à l'intérieur. Je pouvais les voir par la fenêtre du salon, assis sur le canapé, sans se parler. L'atmosphère m'a frappé dès que j'ai franchi la porte. Tendu, inconfortable, le genre de silence qui vous donne la chair de poule. Maman m'a fait signe de m'asseoir dans le fauteuil en face du canapé. Je me suis assis. Diane ne me regardait pas. Elle fixait la table basse comme si c'était la chose la plus intéressante qu'elle ait jamais vue. Francisco avait des papiers dans les mains, des documents imprimés avec des paragraphes nets et des sections surlignées. Il s'est raclé la gorge et a commencé à expliquer ce qu'il avait rédigé.
Un accord. Je paierai $4000 sur 12 mois, des versements mensuels de $333. En échange, Diane abandonnerait toutes les menaces légales. Nous serions toutes les deux d'accord pour ne pas avoir de contact, sauf lors des événements familiaux obligatoires, les vacances, l'anniversaire de maman, ce genre de choses. Lorsque ce serait absolument nécessaire, nous serions civiles mais distantes. Francisco a fait glisser les papiers sur la table basse vers moi. Je les ai pris avec des mains tremblantes et j'ai commencé à lire. L'accord était complet, détaillé. Francisco avait clairement passé du temps là-dessus, probablement consulté quelqu'un avec des connaissances juridiques, calendrier de paiement, terme de l'accord de non-contact, ce qui constituait une violation. Mais ensuite, je suis arrivé à la 3e page et j'ai vu la clause qui m'a retourné l'estomac, des excuses formelles pour avoir impliqué un mineur dans la destruction de biens. Le voir écrit noir sur blanc rendait tout réel d'une manière que ça n'avait pas été auparavant. Utiliser le fils de Case, le planifier, l'exécuter. Les mots me fixaient depuis la page, indéniables et laids. Je me suis senti mal en les lisant. Cette sensation physique de honte se propageant dans ma poitrine. Mais je savais que je devais assumer ce que j'avais fait. Me cacher ne le ferait pas disparaître. J'ai trouvé un stylo dans mon sac, je l'ai ouvert et j'ai signé mon nom en bas. Ma signature semblait tremblante et incertaine. Diane s'est penchée en avant et a signé aussi, ses mouvements rapides et colériques. Elle ne me regardait toujours pas. Francisco a rassemblé les papiers et les a mis dans un dossier. Je me suis raclé la gorge. Les excuses devaient avoir lieu maintenant, pendant que nous étions tous là. Remettre à plus tard ne ferait qu'empirer les choses. J'ai été bref, factuel, sans excuse ni justification. J'ai dit que j'étais désolé d'avoir détruit sa robe, d'avoir gâché son jour de mariage, d'avoir planifié et exécuté une vengeance au lieu de gérer les choses comme une adulte, et surtout d'avoir utilisé le fils de Case dans mon plan de vengeance, d'avoir mis un enfant de 3 ans dans cette situation sans que son père le sache ou y consente. D'avoir trahi la confiance de Case de la pire manière possible. Ma voix s'est brisée sur cette dernière partie. Diane a hoché la tête avec raideur, mais n'a rien dit. Sa mâchoire était serrée, ses mains crispées sur ses genoux. Francisco m'a remercié d'être disposé à arranger les choses. Sa voix était sincère, soulagée. Maman m'a regardé depuis sa chaise, et j'ai vu quelque chose dans son expression qui aurait pu être de l'approbation mêlée de tristesse. Elle a dit qu'elle était heureuse que nous gérions enfin cela comme des adultes, que c'était fini. Mais je savais que ce n'était pas vraiment fini. Les paiements prendraient 1 an. Les dommages causés à mon amitié avec Case pourraient ne jamais guérir. La dynamique familiale avait changé d'une manière qui semblait permanente. Au cours du mois suivant, je me suis jeté à corps perdu dans la reconstruction de mon entreprise. J'ai contacté d'anciens clients avec des emails professionnels expliquant que j'avais résolu certains problèmes personnels et que j'étais disponible pour de nouveaux projets. Certains m'ont ignoré, d'autres ont répondu poliment mais n'avaient pas de travail disponible. Mais quelques-uns m'ont donné une chance. De petits projets au début, un montage de vidéos de mariage, un clip promotionnel pour une entreprise locale. J'ai tout donné pour les rendre parfaits. J'ai livré en avance, dépassé les attentes, demandé des retours et les ai mis en œuvre immédiatement. Lentement, prudemment, les recommandations ont commencé à arriver. Un client satisfait en a parlé à un autre. Ce client avait un ami qui avait besoin de travail vidéo. L'ami avait un partenaire commercial qui cherchait quelqu'un de fiable. C'était lent, douloureux et frustrant, mais mon calendrier a commencé à se remplir à nouveau. Pas comme avant, pas encore, mais assez pour me maintenir à flot pendant que je faisais les paiements mensuels à Francisco. J'ai travaillé tard le soir et les week-ends, acceptant tous les projets que je pouvais obtenir, reconstruisant ma réputation professionnelle une vidéo à la fois. Un soir, je me suis assis et j'ai écrit une lettre à Case. Pas un email, une vraie lettre manuscrite sur du vrai papier. J'ai expliqué ce qui s'était passé avec Diane et le règlement juridique, que j'avais pris mes responsabilités et que je faisais amende honorable, que je comprenais pourquoi il m'avait coupé les ponts et que je ne lui en voulais pas. J'étais désolé d'avoir trahi sa confiance, désolé d'avoir utilisé Max, désolé d'avoir placé ma vengeance au-dessus du bien-être de son fils et de notre amitié. Je n'ai pas demandé le pardon ou l'amitié. Je ne l'ai pas supplié de reconsidérer sa décision. Je lui ai juste dit que je comprenais sa décision et que je la respectais. J'ai scellé la lettre et je l'ai postée avant de pouvoir me raviser. 3 jours ont passé, 1 semaine, 2 semaines, pas de réponse. Je vérifiais constamment mon téléphone,
espérant un SMS ou un appel qui n'est jamais venu. Finalement, j'ai arrêté de vérifier. J'ai accepté que notre amitié soit peut-être terminée pour de bon. Certains dégâts ne peuvent pas être réparés, peu importe combien vous vous excusez ou essayez d'arranger les choses. Diane et moi avons maintenu l'accord de non-contact. C'était en fait un soulagement pour nous deux. Plus d'interactions forcées. Plus besoin de faire semblant que tout allait bien lors des réunions de famille. Nous nous évitions simplement en dehors des événements obligatoires. Le dîner d'anniversaire de maman a eu lieu 3 mois après le règlement. Je suis arrivé à l'heure, j'ai apporté un cadeau, je suis resté de mon côté de la pièce. Diane a fait de même. Nous étions civils quand c'était nécessaire, nous nous passions les plats au dîner, disions s'il vous plaît et merci, mais nous n'établissions pas de contact visuel ni ne tentions de conversation réelle. Francisco semblait plus heureux, plus détendu qu'il ne l'avait été à la réunion de règlement. Il discutait facilement avec les parents, riait aux blagues, tenait la main de Diane pendant le dessert. Maman a mentionné plus tard que leur thérapie de couple se passait bien, que la résolution du drame du mariage les avait aidés à se concentrer sur leur relation réelle au lieu du chaos qui l'entourait. J'étais content pour eux d'une manière distante. Content que quelque chose de bien soit sorti de ce gâchis. Chaque premier du mois, j'envoyais $333 à Francisco via une application de paiement électronique. Il répondait à chaque fois en quelques heures avec de brefs SMS de remerciements. Parfois juste, reçu, merci. Parfois, bien reçu, j'apprécie. Jamais rien de personnel ou de chaleureux, mais professionnel et courtois. L'arrangement fonctionnait. Je me sortais lentement du trou financier que toute cette situation avait créé. Ma liste de clients continuait de s'allonger. J'ai légèrement augmenté mes tarifs une fois que j'ai eu suffisamment de travail stable pour le justifier. J'ai commencé à être plus sélectif sur les projets, en me concentrant sur la qualité plutôt que sur la quantité, en faisant plus attention à ma réputation professionnelle, en surveillant ce que je publiais sur les réseaux sociaux, en réfléchissant avant d'agir, en apprenant douloureusement et lentement à gérer les conflits sans destruction. 6 mois après le mariage, je me suis assis dans mon appartement un samedi matin et j'ai fait le point sur ma situation, mieux qu'avant, sans aucun doute. Mon entreprise se redressait. Je faisais mes paiements à temps. Maman et moi nous parlions à nouveau régulièrement, notre relation guérissant lentement. Mais j'avais perdu Case, probablement pour toujours. Perdu son amitié et sa confiance d'une manière qui ne pouvait être réparée ni par des excuses ni par de l'argent. J'avais nui à mon entreprise et dépensé des milliers de dollars que je n'avais pas. Tout ça parce que j'avais choisi la vengeance plutôt que de prendre la voie de la sagesse. Tout ça parce que je ne pouvais pas laisser les actions de Diane impunies. Diane et moi ne serions probablement plus jamais proches. Peut-être que c'était bien comme ça. Peut-être que certaines relations ne sont pas censées survivre à certaines trahisons. J'avais accepté que certains dégâts ne peuvent pas être entièrement réparés, que les conséquences durent plus longtemps que la satisfaction de la vengeance. Maman a appelé cet après-midi-là et a dit qu'elle était fière de nous deux, que nous avions enfin grandi et pris la responsabilité de nos actions, même s'il avait fallu une catastrophe pour y arriver. Je l'ai remercié et je le pensais. Grandir a été douloureux, coûteux et humiliant.